Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Julie qui va effectivement nous parler de son parcours, notamment de son parcours du coup à l'école des psychologues praticiens. Et puis elle reviendra avec nous avec pas mal de thématiques autour de la psychologie interculturelle, puisque tu es une globe-trotteuse et tu as vu pas mal de choses. On est accompagné comme d'habitude et comme toujours par Pandore qui va être effectivement un peu dans le champ de la caméra. L'objectif d'aujourd'hui, c'est qu'on soit effectivement dans une discussion toutes les deux. Et si vous avez des questions, ça se passe en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes études, notamment sur ton parcours du coup, parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui nous regardent et je pense qu'ils aimeraient avoir des infos sur qu'est-ce que c'est que cette fameuse école du coup de psychologue praticien, on entend beaucoup parler. Donc moi aussi je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé pour toi. Donc on t'écoute. Déjà merci beaucoup Danae pour cet échange, merci. Et donc du coup, moi je termine là à l'école de psychologue praticien. Ok, donc tu es en Master 2. En Master 2, voilà. Okay, wow. Donc là j'ai rendu mon mémoire, ça y est, j'attends la soutenance, j'espère que tout va bien se passer, on croise les doigts. Mais donc du coup, j'ai choisi cette école, ce qui m'a plu et ce qui m'a fait choisir cette école, c'est surtout l'aspect très pratique qui est vraiment mis en avant. C'est-à-dire que dès la 3e année, on est en stage alterné, c'est-à-dire qu'on alterne les stages et les cours. D'accord, donc à la fin de la licence, globalement, ce qui nous correspond à l'université à Bac+3, du coup, il y a la possibilité de faire de l'alternance, du coup, pour les stages. Donc en L3, en M1 et en M2. Wow. Et il y a aussi des possibilités de d'en faire l'été, etc. Donc ça, c'est vraiment, on sort en principe en ayant le diplôme avec un bagage pratique et théorique, du coup, forcément. Donc ça, c'est vraiment... ce qui m'a beaucoup plu, donc ce qui m'a permis aussi de faire des stages dans des domaines assez différents pour un peu savoir ce qui moi me correspondait le plus et c'est ce que chacun fait. Et puis j'imagine que même effectivement en termes de projet pro, ça permet de construire très tôt finalement, dès les quelques premières années de psychologie, de voir effectivement comment on peut faire pour la suite, vers quoi s'orienter, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Exactement. Et puis voilà, en pratique, c'est qu'il y a des jours de stage qui sont dédiés, donc c'est vrai que ça facilite. Et puis voilà, il y a aussi un réseau aussi de structures, ce qui est très facilitant. Donc après, évidemment, ils nous incitent aussi à faire nos propres recherches, à être proactifs dans la recherche. Donc il y a presque un carnet d'adresses finalement, où pour le coup, les étudiants n'ont pas trop à galérer pour trouver des stages. C'est ça. Évidemment, ils nous incitent à chercher par nous-mêmes. Et si ils sentent que c'est compliqué, ils peuvent nous aider un petit peu, nous orienter, tout ça. Donc ça, c'est vraiment... il y a un vrai corps enseignant autour de vous. Alors je rembobine un petit peu parce que moi, dans mon esprit, il n'y avait pas de sélection. Enfin, il y avait une sélection à la L1, enfin la première année pour rentrer. Maintenant, ils ont ouvert un petit peu plus, du coup, comment ça se passe ? Alors maintenant, en fait, plus ça va, plus ils se calent sur le fonctionnement universitaire, ce qui est une bonne chose et ce qui est heureusement, parce que c'est vrai que vu qu'on a le diplôme reconnu par l'État, tout à fait, c'est normal qu'on ait aussi... Il y a les mêmes modalités, Donc ça fonctionne de plus en plus comme ça, avec des systèmes de crédit ECTS, etc. Et en fait maintenant, c'est vrai qu'il y a la sélection par un concours en L1, et puis après il y a de plus en plus de passerelles jusqu'à même, on peut rentrer jusqu'en Master 1, il me semblait faire 2 ans de Master là-bas. Ok, donc on peut par exemple avoir une licence dans une université de France ou même d'ailleurs dans un système européen et ensuite venir faire son Master là-bas. Et ça c'est sur dossier, et il y a aussi un oral collectif et individuel. Et voilà, donc il y a un quota, il y a des places. Oui, je comprends effectivement, donc ça rejoint globalement, comme tu le disais, le système universitaire actuel avec un nombre de places délimité, une sélection sur dossier et un oral qui s'ensuit. Exactement. Bon. Donc, comment se sont passées tes études du coup, parce que là tu arrives vraiment à la fin, donc tu peux dresser un bilan un peu à chaud de tout ça. Du coup, ça s'est très bien passé, j'ai été très épanouie. J'ai d'abord fait mes 3 premières années donc à Paris, sur le campus à Montparnasse. Et après, donc il y a le moyen de partir à l'étranger. Donc moi j'avoue que j'étais très, très déterminée, je suis allée souvent voir le service de l'international pour... N'oubliez pas. Voilà, m'oubliez pas. Donc finalement je suis partie à Madrid faire un semestre là-bas. D'accord, donc il y a des partenariats aussi. Il y a des partenariats. Et en fait, ils ont la fois où moi je suis partie, il n'y avait que 2 partenariats en Europe. Il y avait Madrid et une ville en Allemagne. Et en fait, maintenant, là, ils ont développé énormément et donc il y en a de plus en plus. Et c'est vraiment, ils essayent de développer cette partie. Ça, c'est génial aussi. Ça, c'est génial aussi. Donc, et c'est vrai que ça apporte une ouverture d'esprit. Enfin, après, on en parlera après. Mais c'est vrai que c'est aussi cet aspect qui m'avait motivée à rentrer dans l'école. Complètement. Et puis, ça me semble aussi hyper intéressant et pertinent de pouvoir aller voir ailleurs ce qui se fait pour construire sa pratique. Et même si on décide d'enseigner, d'être en France en tant que psy, de voir un peu ce qui se fait tout autour. Exactement. Et c'est justement, d'ailleurs, ça a participé à l'élaboration
l'élaboration de mon projet dont on va parler, sur l'aspect psycho-interculturel. Et donc voilà, donc j'ai fait ce semestre. Après il y a eu le Covid, donc c'était un peu particulier. Et puis après, moi j'ai fait une année de césure, donc justement entre mon master 1 et mon master 2, où j'ai décidé de réaliser un projet qui s'appelait donc le Tour du monde en 80 psy. Génial. Voilà. Rien que le nom déjà, c'est top, bien c'est hyper parlant. Voilà. Et donc après j'ai fait ma dernière année à Psychoprat Lyon. Ils ont un campus à Lyon, et donc du coup ça faisait longtemps que cette ville m'attirait, j'avais aussi envie un peu de voir, voir ailleurs, etc. Et donc j'ai fait mon master 2 là-bas, et j'ai fait un stage très formateur aussi, professionnalisant. Et donc là j'en sors, et voilà, même si je sens que j'ai encore énormément à apprendre, je sens que je peux, ça y est, ça, je me sens plutôt prête de sortir, d'être convaincue effectivement que ce qu'on a eu comme apprentissage va nous servir, et qu'on peut le mettre en place sur le terrain. On peut avoir un peu les épaules, même s'il reste évidemment beaucoup de choses à apprendre. Mais on se forme continuellement, mais c'est important, parce que tu vois, moi quand je suis sortie de l'université, je ne me sentais pas du tout prête, c'est-à-dire que j'ai vraiment senti que l'université ne m'avait pas du tout donné les outils pour recevoir un patient. J'avais été formée sur mes lieux de stage, mais alors moi pour le coup j'ai eu un peu plus de 500 heures de stage à mon actif, mais finalement ça restait vraiment très désuet comparé à réellement ce qui devrait être fait. Donc toi globalement t'as cumulé combien d'heures de stage sur Fédération? Moi donc j'en ai fait peut-être 400, 500, j'en ai fait une centaine pendant un été, et donc pendant ma césure en fait, sachant que donc c'était compliqué de voyager avec le Covid, j'ai trouvé un stage en voyant que j'allais avoir beaucoup de temps libre. J'ai trouvé un stage et j'ai fait encore pas mal d'heures. Donc là c'était un peu moins psychoclinique, c'était avec Pepsi, mais donc c'était hyper formateur, et d'ailleurs je vais travailler avec eux là en septembre. Ça c'est top. Voilà, et donc du coup cumulé ça fait un bon paquet, ça fait une bonne 2000 heures à peu près, non? Voilà, c'est ça, alors entre 500 qui sont obligatoires et les 2000 que tu as fait, j'imagine que tu as pu... C'est ça, et ce qui était... j'ai aussi eu de la chance d'avoir des stages où j'avais pas mal d'autonomie. Dès la première année, j'étais donc chargée de recrutement dans une structure où du coup j'avais, vu que c'était moins psycho, j'avais un peu plus de marge de manœuvre, et donc j'ai appris comment, même si c'était des entretiens d'embauche, mais un peu déjà avoir ce contact. Après j'ai fait un stage aussi TCC en ligne, au téléphone, où j'avais mes consultations. Et là cette année j'étais dans le domaine de l'armée, et j'avais mes propres entretiens, et puis j'animais aussi des ateliers de groupe avec ma co-stagiaire. Génial. Donc c'était super, franchement. T'as vu plein d'expériences. Déjà t'as changé de lieu, donc ça c'est très intéressant, et en termes de clinique, t'as vu tout le panel des compétences et des endroits où le psychologue peut exercer. Voilà, j'ai aussi fait un stage aussi en addictologie à Sainte-Anne, avec donc là j'étais complètement en observation, c'était en 3e année, mais c'était aussi très riche d'un point de vue clinique. Génial. Donc c'est vrai que ça me laisse... j'ai l'impression que c'est super riche. Donc si je reprends un petit peu et que je synthétise ton parcours, du coup il y a 2000 heures de stage à peu près à ton actif, la possibilité, donc on parlait au niveau des stages, d'avoir le réseau du coup de l'école des psychologues praticiens, et en même temps ils vous proposent évidemment d'aller chercher ailleurs aussi, mais il n'y a pas le stress de devoir chercher un stage qui est une période très compliquée. Au niveau des thématiques de mémoire, c'est imposé ou c'est plutôt libre? Non, c'est tout à fait libre. Ils encouragent de faire en fonction de notre population de stage de dernière année, mais finalement c'est pas non plus obligatoire. Donc moi j'ai décidé de le faire sur mon projet de césure, dont je parlerai justement juste après. Et donc non, c'est assez libre, et on a des directeurs de mémoire aussi qui sont globalement assez présents, et donc on a pareil là-dessus, on a beaucoup de chance, on a un accompagnement vraiment de qualité. Parfait. Donc ça c'est super, et c'est vrai que il y a aussi je pense que ça j'ai cru comprendre des personnes qui étaient à la fac, il y a aussi un stress au niveau du master, à l'entrée en master, où je connais des gens qui ont fait les 3 ans, où ça s'est super bien passé, et en fait au moment du master il y a tellement de sélections qui peuvent se retrouver 1 année, 2 années sans pouvoir rentrer, et c'est vrai que je pense que c'est beaucoup de stress. Et c'est vrai qu'à la fois il y a un côté où je pense que à la fac on apprend beaucoup aussi à se débrouiller tout seul, une autonomie. Je pense, il y a une autonomie qui est un peu du coup qu'on n'a pas le choix de... on est moins accompagné, donc forcément on a plus à... On doit vite se débrouiller. Voilà, il faut se débrouiller seul, il faut savoir ce qu'on veut. Donc ça, je pense que en étant à l'école de psychologue praticien, je pense que c'est plus moi j'avais le souhait
développer cette compétence, mais c'est vrai qu'on nous encourage. C'est différent, en tout cas tu sens qu'il y a plus ce cocooning et cet accompagnement dans l'école dans laquelle tu as été. Ça je vais pas, c'est pas du... ça te correspond toi, mais... c'est surtout que je suis très contente de ça, mais c'est vrai que je reconnais qu'il y a un certain... Oui, en même temps, tu vois, moi qui ai été à la fac, c'est un peu le no man's land des fois, c'est-à-dire que il y a même pas de filet de sécurité, et c'est pour ça qu'on peut malheureusement se paumer un peu sur des thématiques de recherche, sur des stages qui se passent pas bien. Donc au niveau de la thématique de stage, tu as été assez, de mémoire, pardon, tu as été assez libre. Et en même temps, tu as choisi donc de faire une année de césure. En quoi c'était important pour toi de faire un peu une pause découverte, de voir autre chose? Exactement, moi j'avais justement ce besoin, donc j'ai directement passé mon bac et je suis rentrée juste après à l'école. Et j'avais ce besoin de prendre un an, de faire un peu un bilan et puis voir ailleurs. J'avais vraiment ce besoin de découverte, de cette soif d'apprendre des autres cultures, de savoir un petit peu comment ça se passait ailleurs, parce qu'en fait j'avais vraiment ce ressenti, et c'est d'ailleurs après mon Erasmus que ça s'est accentué. Donc je me disais donc moi là à Madrid j'ai eu des cours donc en espagnol, déjà c'était très intéressant, et on nous apprenait certaines choses, mais si j'étais restée à Paris j'aurais jamais appris ça. Et du coup je me disais, mais est-ce qu'on a quand même une base théorique commune à tous dans le monde, ou est-ce que c'est très par pays? Et donc j'avais envie de savoir si on avait un peu tous la tête dans le guidon dans notre pays, ou si il y avait quelque chose d'assez global, etc. Trop bien. Et donc c'est à partir de ce constat-là que du coup tu as pu construire aussi ton projet du coup de recherche. Je l'ai rédigé, j'ai mis tout en forme l'année de Master 2, mais du coup c'est vrai que tout mon contenu et tous mes entretiens, j'avais récolté les données l'année d'avant. D'accord, donc tu avais vraiment fait une partie recherche un petit peu, je dirais plus littéraire, ou plus avec des données scientifiques sur la première année. Ensuite tu as mis en pratique et tu es allé expérimenter sur l'année 2. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Et puis après, c'est vrai qu'il y a aussi une phase où j'avais lu quelques petites choses avant, mais c'est vrai que je me suis vraiment replongée dans la littérature après. Et donc c'était un peu plus croisé qu'une recherche, c'était étalé dans le temps. Très bien. C'était très intéressant. Et c'est vrai qu'il y avait aussi il y a mon Erasmus à Madrid qui m'a donné envie de mûrir ce projet, donc déjà par les cours, et puis aussi par exemple c'est tout bête, mais j'étais dans une coloc, on était 9, et je me disais tous les étages du frigidaire, chacun avait vraiment ses produits. On pouvait voir l'allemande, la chilienne, il y en avait un qui avait donc des poivrons, des trucs, l'allemand qui avait autre chose, et donc c'était marrant j'avais vraiment cette envie de découvrir un peu les diversités culturelles. Donc la culture, et surtout en lien du coup avec la psychologie du coup, qui était finalement le cœur de ton projet, et ensuite c'est articulé du coup cette envie d'aller un peu voir ailleurs sur ce qui se faisait. C'est ça, et c'est justement aussi un autre élément qui a suscité mon intérêt pour ça, c'est un livre que j'avais lu qui s'appelait Médecine d'ailleurs, de Bernard Fontanil, qui est un médecin. Et en fait c'est un magnifique livre avec des belles photos qu'il a pris pendant un voyage qu'il a fait pendant plusieurs mois, et où il s'intéressait à comment la médecine était perçue. Trop bien. Et du coup en fait je me suis dit, mais voilà, pourquoi est-ce que je ferais pas ça pour la psychologie? Et donc du coup c'est comme ça que le Tour du monde en 86. Trop bien. Donc ça c'est génial, et vous voyez toute l'idée aussi de pouvoir construire petit à petit son projet. C'est rarement un déclic comme ça, ça a mis du temps, c'est petit à petit. Ensuite tu as eu Erasmus qui t'a vraiment ouvert complètement l'esprit sur ce qui se faisait ailleurs, et ensuite l'envie du coup de mettre en pratique. C'est ça, et en fait en y repensant, donc là mon projet il a vu le jour en septembre 2020, et pourtant ça faisait depuis je crois janvier 2018 que j'y pensais, donc il y a vraiment mûri ta réflexion autour de ça, et c'est pour ça que ça a bien fonctionné certainement, parce qu'en amont tu avais jalonné ta réflexion de pas mal de choses. Donc concrètement du coup, entre le moment où tu te dis c'est bon, je lance ce projet, je commence à vraiment mettre en place les choses, à partir, à voyager, et là du coup la soutenance qui va arriver, comment ça s'est organisé pour toi? Parce que j'ai vu que tu avais fait 1001 pays et 1001 rencontres, parce que c'est Tour du monde en 86, je ne sais pas si on est à 80, mais en tout cas il y a quand même effectivement énormément de rencontres.
T'as commencé par quoi? Au début, c'était plus proche de la France, ensuite t'es partie loin? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, donc, j'avais demandé à faire ma césure, j'avais prévu ce temps pour faire ma césure, quand je me suis demandé si je maintenais avec le Covid, du coup. Complètement. Et puis finalement, c'est ça, donc en juin 2020, j'étais là, bon, est-ce que ça sent un peu le roussi ou est-ce que ça le fait? Et je me suis dit, non, j'ai quand même vraiment envie de faire cette année, donc je me suis laissé la possibilité en me disant que, voilà, j'imagine un peu le pire scénario, mais en me disant, bon, je peux, par exemple, même si en mars 2021 je commence à voyager, c'est déjà pas mal, ça me laisse un peu de temps, etc. Tout à fait, complètement. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en septembre, jusqu'à décembre, j'ai surtout préparé en amont, donc j'ai travaillé dans un supermarché pour mettre des sous de côté, j'avais un peu économisé aussi avant, et puis j'ai cherché des partenaires, justement on s'est rencontrés, toi et moi, j'ai aussi, enfin voilà, j'ai trouvé des contacts, j'ai contacté des associations. J'ai cherché des carcassés pour trouver des gens qui allaient pouvoir effectivement aussi t'accompagner dans ce projet, le soutenir. Voilà. J'ai essayé d'avoir des partenaires financiers, mais pareil, avec le Covid, c'était pas la priorité. Tout à fait. Oui, parce que j'imagine que voyage, Covid, les gens ont dit ça sent pas trop. Ça. Et puis même les budgets étaient un peu serrés, il y a eu des impacts économiques énormes. Donc, voilà. Et aussi, du coup, j'ai cherché donc, des contacts de psychologues aussi à rencontrer. Donc j'ai trouvé beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. C'est vraiment tellement porteur et tellement riche. Les réseaux, franchement, c'est une grande chance qu'on a là de pouvoir avoir accès à tout ça. Tout à fait. Donc voilà, donc j'ai commencé à avoir quelques contacts, et donc c'est ce qui m'a un peu, si j'avais un contact par exemple dans tel pays, je me suis dit bah tiens, je vais commencer à regarder tel pays. Donc je me suis vraiment laissée porter par où le vent me menait, quoi. Génial. Et donc finalement, j'avais prévu de partir en janvier voyager, sauf qu'en fait c'est malheureusement le moment où ça s'est empiré encore. Et en fait, après coup, même si on pouvait pas deviner, si j'avais su, j'aurais mieux fait de partir entre septembre et voilà. Mais stratégiquement parlant, il y aurait pu avoir une fenêtre effectivement de... Mais bon, ça je pouvais pas le prévoir. Et donc du coup, c'est là où ça commençait à repartir. Et donc c'est là où j'ai fait mon stage avec Pepsi, qui a un programme de psychologie en ligne qui propose du contenu digital. Très bien. Voilà, vraiment très belle... On passe le bonjour à toute l'équipe, parce qu'ils regardent souvent nos vidéos aussi. Donc voilà. Donc tu as pu effectivement déjà être en ligne finalement, tu as expérimenté tout ça. Et alors le moment effectivement, parce que tu as fait déjà des entretiens en ligne de psychologue, et le moment où tu es partie, du coup, ça a été quand la première impulsion où tu t'es dit ça y est, je vais à la rencontre d'autres praticiens dans d'autres pays? Tu veux dire que quand... Le départ, effectivement. Le jour où je suis vraiment... je suis partie, donc en fait, je me rappelle, c'était donc entre janvier et février. C'était à chaque fois, je programmais un pays, je regardais, j'étais sur le point de prendre un billet. Et là, bam, les frontières fermées, tac, ça m'a fait ça 2-3 fois. Donc je devais partir d'abord au Portugal, ensuite en Martinique, voir une psychologue, machin. Et donc finalement, je me suis dit, bon, là, ça devient vraiment compliqué. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un billet pour aller à Madrid, où là, c'était plutôt accessible. Là où j'avais déjà fait mon Erasmus. Et je me suis dit, je commence comme ça. C'est pas la grande aventure, mais au moins, je me mets en route et je commence quelque chose. Très bien. Et donc du coup, c'est là où je travaillais en télétravail avec Pepsi. Donc ce qui était bien, c'est que j'avais encore cette liberté où j'étais tout en ligne. Donc je pouvais faire ça de chez moi à Madrid. Et du coup, j'ai recontacté mes profs de l'université de Madrid, j'en ai rencontré d'autres. Puis c'est vrai que parfois les rencontres c'était improbable. Il y en a un moment, je courais dans un parc et il y a quelqu'un qui m'a demandé de le prendre en vidéo pour un anniversaire d'un de ses proches, et on commence à raconter un peu ce qu'on fait dans la vie. Et je lui explique mon projet, je dis mais moi j'ai un collègue qui est psychologue, enfin voilà, dans mon entreprise. Génial. Et donc le lendemain je suis allée voir le psychologue, quoi. Et donc c'est vraiment des rencontres comme ça impromptues, et même si c'était dans une ville que je connaissais déjà, en fait il y a toujours moyen, c'est vraiment une question d'attitude aussi, d'être dans la rencontre. Complètement, d'être ouvert justement à ça, et l'optimisme attire l'optimiste, et c'est un peu la loi de la positivité. Tu étais effectivement dans une envie de rencontre à ce niveau-là professionnel, et du coup tu as pu créer cet alignement qui fait que ça a fonctionné. Pareil, exactement. Une de mes colocs avec qui j'étais en coloc un mois, un de ses amis était psy, donc voilà, et en fait de fil en aiguille j'ai déjà rencontré donc une dizaine de psychologues espagnols. Super. Après donc je suis rentrée, il y a eu un autre confinement, donc là je me suis ça a enchaîné à un moment donné, et puis après je me suis dit bon allez, là faut peut-être que je redouble un peu d'efforts, et que j'attende pas trop patiemment que ça se calme, parce que j'avais l'impression que ça allait pas trop se calmer. Et donc du coup j'ai contacté des psys en Croatie, parce que j'avais vu que j'avais un super site qui s'appelait Tour du Mondiste,
qui informait sur les frontières, les ouvertures, les machins. Donc j'ai regardé ça. Et donc j'ai contacté 1, 2, 3 Croates et donc j'en ai rencontré 4 sur place. Super. Je suis partie seule, j'ai vécu chez l'habitant pendant 15 jours. Et puis je me suis fait Ouais, donc vraie globe trotteuse, effectivement. T'hésitais pas à mouiller le maillot sur les conditions et les choses comme ça. Voilà, à un moment j'avais 3 jours de libre, donc j'ai loué une voiture toute seule et je me suis fait un petit trip. Enfin, c'était vraiment... Ok, donc à la fois, au-delà même de la recherche qui, toi, t'apportait des données factuelles pour pouvoir mettre en lumière les fonctionnements des psychologues, leur rapport à la psychologie et à leur métier, t'as aussi, toi, humainement, énormément grandi à travers ce projet. Oui, vraiment, c'était aussi l'envie de voyager et puis même de découvrir des gens. Par exemple, sur ma route, j'ai rencontré une ferme où je me suis arrêtée pour goûter du fromage d'une ferme d'à côté. On a passé l'après-midi avec les habitants. Enfin, vraiment cette démarche juste de rencontrer l'autre. Et voilà, et évidemment, il y avait ce fil directeur de la psychologie qui vraiment m'a amené t'as porté et j'imagine t'as aussi évité peut-être de te perdre dans pas mal de choses et de recentrer ton envie effectivement d'être quand même avant tout dans l'interview de professionnels. Voilà. Et j'aimais bien justement aussi aller sur place, rencontrer les psychologues et les professionnels sur leur lieu de travail, dans leur univers, dans la mesure du possible. C'était vraiment sympa de pouvoir pénétrer dans leur univers de tous les jours. Complètement, et puis d'être avec eux dans leurs contraintes, leur cadre, et de comprendre dans quel milieu ils pouvaient évoluer. Et vraiment s'adapter. Et je pense que c'est vraiment aussi ce qui m'a vraiment donné envie de faire ce projet, c'était aussi pour me préparer à mon futur métier, d'être en mesure de s'adapter. Et c'est vraiment une compétence que j'avais envie d'acquérir et d'approfondir. Et là, je pense que... la case est cochée, je pense, parce que niveau flexibilité et adaptation, ça a été plutôt pas mal. Vraiment. Et puis c'est surtout que tu as commencé ensuite à faire un sacré gros circuit, parce que là, tu nous évoques du coup l'Espagne et la Croatie, mais ensuite tu... Et après, du coup, je suis allée au Togo, où j'ai pu partir là-bas, où j'ai en fait passé donc 1 mois et demi là-bas, où j'ai rencontré encore une dizaine de Togolais. Et surtout, je faisais des consultations dans un village en même moment, enfin en parallèle, parce que c'est vrai que j'avais pas mal de temps. Et donc du coup, j'ai rencontré surtout des femmes et des enfants d'un village. Et là, c'est vrai que c'était d'autant plus marquant, même si les autres aussi, mais c'est vrai qu'il y avait une telle différence de culture. Tout à fait. Que c'était vraiment très intéressant, notamment par exemple, là-bas la polygamie, c'est quelque chose qui est très répandu. Et donc là, on parlait de la compétence, la notion d'adaptabilité. Là, c'est vrai que c'était complètement ça, en fait, d'être en mesure d'accueillir la parole de l'autre, d'être dans le non-jugement et de faire en fait table rase de nous ce qu'on peut connaître nous. Et de s'adapter et de savoir que la polygamie c'est comme ça là-bas. Il n'est pas question de juger, de dire ce qu'on en pense. Il est juste question d'essayer d'aider la personne à trouver un bien-être là-dedans. Oui, donc en termes effectivement même de représentation, ça a dû te faire évoluer sur ce qui pouvait se faire en termes de schéma familial, culturellement, une meilleure compréhension. Tout à fait. Et j'avais beaucoup de chance aussi, j'étais dans une association, il y avait une psychologue avec qui me supervisait, donc on avait des échanges une fois par semaine, et donc ça c'était vraiment d'une richesse incroyable. Globalement, en plus de ce que toi tu as pu mettre en place, et puis aussi comment c'est venu toi t'enrichir à titre, on pourrait même dire personnel, j'imagine, que plus professionnel, au niveau de toi, ce que tu as pu remarquer chez les psychologues, en termes de leur construction professionnelle, qu'est-ce qui a été saillant? Parce que tu m'as montré tout à l'heure un petit peu les résultats de ton étude, et tu pourras d'ailleurs peut-être communiquer avec tout le monde s'ils veulent avoir un peu plus de détails. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter. Qu'est-ce qui est ressorti finalement, toi, de ton étude, si tu nous parles un peu de ta problématique finalement, et de ce que ta recherche a pu mettre en lumière? Alors moi, donc le thème vraiment de mon mémoire, donc c'était inspiré de mon projet de césure, mais c'était l'étude comparative des représentations de la place et de la pratique de la psychologie. Et donc j'ai choisi, j'ai pas cité, mais j'ai aussi rencontré des psychologues en visio d'autres cultures. Très bien. Donc je précise rapidement, mais de Bosnie, du Canada, un psychologue français qui était au Myanmar, etc. Mais là pour mon projet, je me suis vraiment centrée sur ces 4 pays où j'ai été sur place. Avec la France. Du coup j'ai fait j'ai intégré France, Espagne, Croatie et Togo. Voilà. Et du coup, donc l'idée c'était de voir s'il y avait des différences sur comment les psys se représentaient ça et comment les populations se représentaient aussi le psychologue. Et donc du coup, ce qui a été saillant et ce que j'ai remarqué vraiment de manière générale, c'est qu'il y a une identité professionnelle qui est évidente entre tous les psychologues. J'ai vraiment ressenti vraiment
une uniformité dans les... Voilà, on a une base théorique assez commune. Voilà, et donc il y a un côté où c'était satisfaisant de voir on avait un sentiment d'appartenance professionnelle, une identité professionnelle. Vraiment, qu'est-ce qui a été le plus saillant, toi, dans ta recherche? Qu'est-ce que, finalement, tu as pu conclure sur la pratique des psychologues, sur peut-être leur vision du métier, et puis comment ils appliquaient cela à leur pratique? Alors déjà, on en parlait déjà, mais le côté très individuel de la rencontre, c'est-à-dire que chaque psychologue avait vraiment sa grille de lecture, son point de vue sur le monde, influencé par son histoire de vie personnelle, par ses lectures, par aussi son bagage culturel. Mais c'est vrai que c'était vraiment intéressant d'accéder au monde interne de chacun, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va avoir un peu de tout d'un point de vue... qui va mettre l'importance des croyances de chacun en avant. Il y en a d'autres qui vont mettre l'importance d'autres choses en fait. Mais des émotions, du corps. Des émotions, exactement, en fonction. Voilà, donc il y avait des courants, chaque psychologue avait des courants propres à eux, puis il y en a aussi qui étaient intégratifs, qui intégraient beaucoup de courants différents. Oui, avec différentes méthodes et d'autres outils. Donc, voilà. Globalement, si je comprends bien, c'est qu'effectivement, il y avait plusieurs courants théoriques, plusieurs effectivement, approches qui pouvaient se dégager, et que c'était vraiment unique et singulier à la personne. Donc on pourrait presque en conclure que chaque psychologue est unique et singulier, comme tous les êtres humains d'ailleurs. Exactement, voilà. Les psys sont des humains, ça c'est pas mal déjà. C'est ça. Ok, donc il y a ça qui se dégageait. Voilà, et de voir que justement, en fait, en tant que psychologue, on travaille, notre outil de travail principal, c'est notre personnalité et notre personne. Et donc c'est vrai qu'on voit aussi la singularité, et voilà. Donc ça c'était très intéressant. Du coup, j'ai eu la chance de rencontrer donc les 30 psys que j'ai rencontrés, avaient donc toutes des spécialités assez différentes. Donc il y en avait qui travaillaient plus avec des enfants, d'autres qui travaillaient en addictologie, d'autres en entreprise. Donc c'était vraiment de base assez varié. Donc voilà, donc ça c'était vraiment un constat que j'ai fait. Après, donc c'était intéressant de voir qu'il y avait un Togolais et un Français qui avaient une pensée assez similaire, un Espagnol, un Croate similaire. Donc j'ai conclu qu'il n'y avait pas non plus tant une identité nationale et culturelle. C'était vraiment l'identité professionnelle qui était surtout mise sur le... c'est intéressant, c'est c'était très intéressant de voir qu'il y avait vraiment un croisement, il y avait des entremêlemements d'un pays à un autre. Et donc ça, c'était vraiment très, très intéressant de constater ça. Génial. Et voilà, et globalement, il y a aussi... par exemple, les 100% des psychologues ont, pendant les entretiens et pendant les interviews que j'ai pu avoir avec eux, ils ont tous cité la notion, par exemple, d'aide, d'accompagnement. Et c'est vrai que d'un point de vue des compétences et du savoir-être qu'ils mettaient en avant, ils étaient tous d'accord pour dire que voilà, leur métier était, le but était d'accompagner, d'aider. Très bien, donc il y a globalement un éthique et une déontologie qui se dégage et qui est là globale, c'est-à-dire que différemment des courants théoriques et des outils que l'on peut développer, il y a quand même effectivement cette éthique d'accompagnement, de bienveillance, de non-jugement vis-à-vis de ça. Exactement, voilà, l'écoute a beaucoup été mis en avant, évidemment, l'observation. Et ça m'a fait d'ailleurs pas mal penser à l'écoute active de Rogers. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'était intéressant de voir que c'est quelque chose qui revient vraiment... qui était saillant. Et en fait, c'est aussi ce qu'on nous apprend pendant nos 5 ans d'études. Donc au-delà des stages et de toute la théorie qu'on peut apprendre, c'est vraiment l'idée, c'est de renforcer ces compétences-là. Donc et sa posture, effectivement, d'accueil, de non-jugement, de neutralité bienveillante. Exactement. Donc ça, voilà. Et puis voilà, après, il y avait aussi, par contre, sur la place de la psychologie, j'ai remarqué que c'était pour le coup, très propre à la culture de chacun. C'est-à-dire que les Togolais se rejoignaient pour dire que la psychologie était encore... peinait un petit peu encore à être reconnue. En tout cas, c'était en développement positif, donc ça c'était super. Et c'est vrai que globalement, tout le monde a constaté que la psychologie se développait de manière positive, mais à des rythmes différents. Et c'est vrai que au Togo, il y en a qui sont pas encore tout à fait au clair avec ce que c'est que la psychologie. Il y en a il m'expliquait qu'il y en a qui le comparent qui pensent que ça s'apparente à la sorcellerie, au vaudou. Etc. Donc, là, c'est quand toi tu interviewais peut-être les gens, les Togolais, du coup tu te rendais compte qu'il y avait des représentations qui étaient un petit peu faussées vis-à-vis en tout cas de ce qu'on peut comparer en Europe, ou j'imagine même au Canada, où pour le coup ils sont novateurs. Enfin, je ne sais pas si c'est nous qui avons du retard ou eux qui sont en avance, mais en tout cas
il y a des représentations qui c'est peuvent... ça. Et en fait, c'est vraiment aussi de constater que chacun a son rythme. Tout à fait. Et que voilà, peut-être que eux, là, c'est pas encore, ils sont peut-être pas encore tout à fait au clair, mais ça évolue. Et puis aussi, c'est pas forcément, sans forcément comparer, c'est aussi leur histoire et en fait, il y a une telle place de la religion là-bas. Que aussi je pense que beaucoup de choses, la raison aussi pour laquelle la psychologie n'est pas encore très développée, c'est aussi parce que la religion prend beaucoup de place aussi, et certainement, voilà, elle apporte beaucoup de réponses. Et par exemple, même c'est étonnant, ça faisait partie des questions que je posais propres aux Togolais, c'est qu'en fait ils intègrent beaucoup Dieu dans les thérapies, chose que nous en France c'est pas tellement déonto de parler de mêler la religion. Et donc eux voilà, moi encore une fois à un moment j'ai dû m'adapter à une dame qui était très croyante et qui mettait beaucoup d'espoir sur disait c'est Dieu qui décidera si mon enfant sera guéri, etc. Du coup voilà, moi j'allais sans en faire trop, mais j'allais dans son sens et pour pas j'allais pas déconstruire ça, sur les représentations, effectivement. Et donc ça c'était vraiment très intéressant. Voilà, et donc après, ce que j'ai pu constater aussi, c'est qu'en Croatie, il y avait toute la partie socialiste qu'il y a eu pendant des années, ça a fait qu'il y a beaucoup de psychologues dans les écoles, dans les crèches, voilà, dans les institutions publiques, ça s'est très développé. Et ça, tous les psys croates se sont mis d'accord là-dessus. Voilà, après en Espagne, ce que j'ai pu constater aussi, c'est qu'il y avait Franco pendant plusieurs années au pouvoir. Et en fait, ce qui a fait qu'il y a eu une évolution très rapide. En France, ça a été un peu plus progressif, que ce soit en psychologie ou même des faits de société. Complètement, on est plus dans la progression que réellement la rupture qui tout de suite fait émerger d'un opposé à un autre. Et donc du coup, ça c'est vrai que j'ai remarqué ça. Et donc il y a eu un peu un bond en Espagne. Voilà, donc c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué. Et globalement il y en a même plusieurs qui ont cité parfois des événements clés qui ont permis à la psychologie de se développer. Par exemple, il y a un psychologue espagnol qui m'expliquait que les attentats de Madrid en 2011 ont augmenté. En Croatie, il y a plusieurs tremblements de terre, il y en a pas mal. En termes de psychotrauma, et donc en termes de trauma, voilà, ça je pense que tu connais bien tout ça. Voilà, il y en a qui ont dit que le Covid aussi, ça permettait de faire bouger les choses, même si on aurait aimé que ça n'existe pas, mais en fait peut-être que c'est un mal pour un bien. Tout à fait, si au moins le Covid a pu permettre ça, c'est de se rendre compte de l'importance de la santé mentale et de mettre en place des choses. Et savoir que un Français m'expliquait justement que maintenant aux infos ça fait partie, et là quand Macron faisait ses discours pendant le confinement, il citait les psychologues, l'importance de la santé mentale. Tout à fait. Donc c'est des choses qui sont assez positives. Génial. Au niveau de tes conclusions, du coup on a déjà pas mal brossé le portrait en tout cas des psys et de leur représentation dans le monde. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur le mémoire pour complémenter un petit peu tes observations? Alors c'est vrai que vraiment ce qui ressort de mon mémoire, ça a vraiment été de dire que j'avais vraiment cerné ces trois identités, donc identité personnelle, identité culturelle, identité professionnelle, et donc je voulais un peu voir laquelle était prédominante. Et c'est vrai que concernant la place, il y a vraiment l'identité culturelle qui est prédominante sur la place de la psychologie et sur l'évolution des mentalités globales au niveau des populations. Et après vraiment l'identité professionnelle avec un socle commun à la fois théorique et aussi pratique et éthique, exactement, encore une fois. Et même sur le fait que par exemple la théorie, c'est vrai que parfois ils citaient des auteurs sans avoir besoin de préciser les travaux qui avaient été... Tout à fait. Et donc ça, typiquement, c'est ce qui m'a permis de tirer cette conclusion. Et voilà, et globalement, ce que j'en ressors déjà, c'était... professionnellement, c'était très intéressant de rencontrer tous ces professionnels et même ça permet aussi d'ouvrir son champ de vision, de savoir qu'est-ce qui est fait, et en fait de voir qu'il y a tellement de manières de pratiquer la psychologie, c'est dingue, il n'y a pas un métier qui se ressemble. Et parfois justement, il y avait une des questions que je posais, c'était quel est le rôle du psychologue. D'ailleurs on verra ça, il y a une vidéo qui sortira à ce sujet. Mais en fait en fonction, donc ils adaptaient en fonction de leur pratique.
Et c'est vrai qu'il y en a, le rôle pouvait quand même être assez différent. Il y en a par exemple qui travaillaient avec des enfants en oncopédiatrie. Oui. Bah, leur rôle, ça va pas être le même que ceux qui sont en trauma, ou parfois il y a un besoin de soulager, parfois il y a un besoin de traiter, de faire des thérapies plus longues, parfois il y a vraiment quelque chose avec un objectif, un résultat. Et en fait c'est vraiment très, très divers. Donc ça m'a vraiment permis de constater ça. Génial. Et puis voilà, et puis personnellement, c'est vrai que c'était des très belles rencontres, quoi. J'imagine que humainement, ça t'a effectivement permis de sortir un petit peu de la France. Alors moi, tu vois, j'ai beaucoup voyagé, mais uniquement pour les vacances. Et c'est vrai que je coupais court avec la psycho dès que je voyageais, parce que c'était une manière pour moi de déconnecter un petit peu. Mais c'est vrai que rapidement, je me rendais compte, quand on évoquait autour d'une discussion très informelle le métier de psychologue, il y avait vraiment plein de représentations qui ressortaient de ça. Soit les gens étaient à fond dessus, je pense notamment aux États-Unis, au Canada, voilà, de ah ouais, ok, c'est ça, moi aussi je m'y connais en psycho, etc. Un peu vraiment, tout le monde s'y connaît au Canada en psycho, enfin tout le monde a des bases, même dans les pays beaucoup plus nordiques, tout le monde sait ce que c'est qu'une émotion, définir un ressenti, etc. Et dans d'autres pays, je pense à l'Asie, où pour le coup, il ne fallait pas montrer, par exemple, que l'on souffrait, qu'on avait une difficulté. C'est dans la famille, en petit comité, qu'on réglait tout ça. Donc c'est effectivement important. Alors tu vois, pour la fin de la vidéo, il y a la petite invitée qui, qui revient dire bonjour. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, ou c'est plutôt effectivement clair pour toi? Alors c'est globalement très clair. Après c'est vrai que je précise juste que j'ai justement en fait ce projet m'a aussi donné l'envie sachant que bon, encore une fois j'ai voyagé, mais ça donne envie, en fait plus on voyage plus on a envie de voyager, encore une fois. Et donc du coup j'ai par exemple j'ai maintenant ce que je fais, c'est que j'ai ma petite map monde d'ailleurs que je pourrais vous montrer avec mon petit trépied. Je les embarque dans ma valise, et quand je voyage, par exemple là l'hiver dernier j'étais allée au Sénégal, et donc j'ai contacté des Sénégalais, des psychologues sénégalais pour continuer d'être dans cette dynamique. Et c'est un projet que j'aimerais aussi génial, approfondir sur le long de ma vie, un peu un fil directeur qui me permette de continuer. Et ça c'est top. Merci déjà pour tout ce que tu insuffles en dynamisme. Je pense que tu as pu apporter, on l'espère, pas mal d'éléments de réponse, que tout le monde pourra se positionner, et surtout de venir un peu casser les barrières, et au contraire d'aller toujours se dire qu'est-ce qu'il y a ailleurs, comment ça se fait pour pouvoir construire sa propre pratique. Donc pour terminer, si tu as, c'est ok pour toi, on peut clôturer là-dessus. Pour terminer, du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On peut te retrouver notamment sur Instagram principalement. Sur la page Tour du monde en 80 psy. Voilà. Vous verrez, on pourra mettre ça en dessous de la vidéo. Oui, complètement en description. Et puis n'hésitez pas à retrouver la playlist justement avec les premiers épisodes de ton Tour du monde en 80 psy. Donc avec effectivement pas mal de choses qui arrivent sur la chaîne. Donc merci encore une fois à toi de faire des vidéos et de faire perdurer aussi cette chaîne. Et puis écoutez, quant à nous, on se retrouve très prochainement. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit j'aime, un petit commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Prenez soin de vous, et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et merci encore Danae, merci encore.